Le 18 septembre 1999, trois sœurs quittent ensemble une réception de mariage dans le 6e arrondissement de Lyon. Nathalie, 19 ans, Corinne, 22 ans, et Virginie, 24 ans, disparaissent sans laisser la moindre trace. Pendant 22 ans, leurs parents vivent dans l'incertitude la plus totale. Puis, en 2021, un photographe professionnel découvre dans ses archives un rouleau de pellicule jamais développé de ce mariage. Une seule photo va révéler une vérité si troublante qu'elle bouleversera à jamais l'enquête. Comment trois jeunes femmes peuvent-elles s'évaporer en plein cœur de Lyon sans que personne ne remarque quoi que ce soit? Et pourquoi cette image, figée dans le temps, détient-elle la clé d'un mystère qui a hanté une famille pendant plus de 2 décennies? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lyon, septembre 1999. Dans le quartier de la Part-Dieu, les chantiers de rénovation urbaine transforment le paysage, tandis que dans les arrondissements traditionnels, la vie suit son cours habituel. C'est dans ce contexte que vit la famille Lafont, installée dans une maison mitoyenne de la rue des Rancy, dans le 3e arrondissement. Jean-Claude Lafont, 48 ans, travaille comme contremaître dans une usine textile de Villeurbanne. Sa femme, Sylvie, 45 ans, est employée à mi-temps dans une pharmacie du quartier de la Guillotière. Ensemble, ils forment un couple uni, ancré dans les valeurs traditionnelles lyonnaises. Leurs 3 filles incarnent cette éducation rigoureuse mais bienveillante. Virginie, l'aînée de 24 ans, diplômée d'un BTS de secrétariat, travaille dans un cabinet d'assurance du centre-ville. Grande et élancée, elle ressemble trait pour trait à sa mère au même âge. Connue dans le quartier pour son sérieux, elle prend chaque matin le tramway T1 à République pour se rendre au travail. Corinne, 22 ans, poursuit des études d'infirmière à l'Institut de formation en soins infirmiers de Lyon. Plus extravertie que son aînée, elle possède un sourire contagieux et une nature optimiste qui la rendent populaire. Ses cheveux blonds courts et ses yeux verts lui donnent un air espiègle qui contraste avec la gravité de ses ambitions professionnelles. Nathalie, la benjamine de 19 ans, vient de terminer son baccalauréat littéraire avec mention. Indécise quant à son orientation, elle travaille temporairement comme vendeuse dans une librairie de la Presqu'île. Timide et rêveuse, ses cheveux bruns bouclés et sa petite taille lui donnent un air fragile qui attendrit son entourage. Les 3 sœurs entretiennent des relations particulièrement proches. Malgré leurs différences de caractère, elles se retrouvent chaque dimanche pour déjeuner en famille et partagent régulièrement leurs sorties. Cette harmonie familiale explique pourquoi les Lafont acceptent avec enthousiasme l'invitation au mariage de Marie, leur cousine germaine. Marie Lafont, 26 ans, fille du frère de Jean-Claude, épouse Frédéric Lemoine, ingénieur dans une entreprise de BTP lyonnaise. La cérémonie est prévue pour le samedi 18 septembre 1999, dans la basilique Notre-Dame de Fourvière, suivie d'une réception dans une salle des fêtes du 6e arrondissement. Pour les 3 sœurs, ce mariage représente une occasion exceptionnelle de se retrouver en famille élargie. Elles ont passé des semaines à choisir leur tenue, économisant sur leurs maigres revenus. Virginie a opté pour une robe bleue marine sobre mais élégante. Corinne a choisi une robe rose poudrée qui met en valeur son teint clair. Nathalie porte une robe verte émeraude qui fait ressortir ses yeux noisettes. Le 18 septembre 1989 s'annonce sous un ciel dégagé typique de l'automne lyonnais. La température avoisine les 20 degrés, idéale pour une cérémonie en extérieur. Les Lafont se préparent avec un soin particulier dans leur maison de la rue des Rancy. Vers 13 heures, la famille prend le métro ligne A jusqu'à Vieux-Lyon, puis emprunte la funiculaire pour rejoindre la basilique Notre-Dame de Fourvière. Le trajet se déroule dans la bonne humeur, les 3 sœurs plaisantant sur les invités qu'elles vont retrouver. La cérémonie se déroule selon le programme prévu. À 15 heures précises, Marie Lafont, radieuse dans sa robe de dentelle ivoire, remonte l'allée centrale au bras de son père.
Philippe Mercier, le photographe professionnel engagé par les mariés, immortalise chaque instant important. Âgé de 35 ans, il exerce son métier depuis une dizaine d'années et jouit d'une solide réputation dans la région lyonnaise. Après la cérémonie, vers 17 heures, le cortège se dirige vers la salle des fêtes, le Parc des Cèdres, situé avenue du Point du Jour, dans le 5e arrondissement. Cet établissement dispose d'une grande salle de 150 places et d'un parking spacieux entouré d'arbres centenaires. Le cocktail d'accueil se déroule dans les jardins de la salle. Les trois sœurs Lafont circulent entre les invités, retrouvant avec plaisir des cousins qu'elles n'ont pas vus depuis des mois. Philippe Mercier profite de cette période pour réaliser de nombreux clichés en extérieur. Il photographie les groupes familiaux, les moments de complicité, utilisant plusieurs appareils argentiques. Le dîner commence vers 20 heures. Les Lafont sont placés à une table avec d'autres membres de la famille du côté de la mariée. L'ambiance est chaleureuse, les conversations animées. Les trois sœurs participent activement aux discussions. Corinne racontant des anecdotes de ses stages hospitaliers. Virginie évoquant son travail au cabinet d'assurance. Vers 22 heures, l'orchestre engage les premiers morceaux de danse. Les mariés ouvrent le bal, suivis progressivement par l'ensemble des invités. Les trois sœurs Lafont dansent entre elles et avec quelques cousins. Plusieurs invités remarqueront leur bonne humeur évidente et leur complicité naturelle. À 23h30, l'ambiance de la soirée bat son plein. C'est à ce moment précis que plusieurs témoins situent leur dernière observation certaine des trois sœurs Lafont. Elles se trouvent ensemble près du bar, Virginie sirotant un jus d'orange, Corinne et Nathalie partageant une coupe de champagne. Marie Lemoine, la mariée, garde un souvenir très net de sa dernière conversation avec ses cousines. Elles sont venues me féliciter vers minuit moins le quart. Virginie m'a dit qu'elles allaient bientôt partir parce que Corinne avait cours tôt le lundi matin. Elle semblait parfaitement normale, détendue et heureuse. Quelques minutes plus tard, vers minuit précis, Jean-Claude Lafont cherche ses filles pour leur annoncer qu'il est temps de rentrer. Ne les trouvant pas dans la salle, il suppose qu'elles sont aux toilettes ou sorties prendre l'air. Sylvie vérifie les sanitaires. Personne. Un cousin affirme les avoir vues se diriger vers la sortie. Jean-Claude sort dans le parking pour les chercher. L'éclairage public diffuse une lumière jaunâtre entre les rangées de voitures. Quelques invités fument près de l'entrée, d'autres discutent par petits groupes. Aucune trace de Virginie, Corinne et Nathalie. Il fait le tour complet du parking, vérifie les allées adjacentes. Rien. De retour dans la salle, il interroge méthodiquement tous les invités qu'il croise. Personne n'a vu les trois sœurs depuis leur passage près du bar. Un serveur pense les avoir aperçus sortir ensemble vers minuit, mais sans certitude. Un cousin affirme qu'elles lui ont dit au revoir, en précisant qu'elles prenaient un taxi. À 1h du matin, l'inquiétude gagne Jean-Claude et Sylvie. Il est inconcevable que leurs filles partent sans les prévenir, surtout Virginie qui n'a jamais manqué aux règles de politesse familiale. Ils empruntent le téléphone de la salle pour appeler chez eux. Aucune réponse. Les mariés et les organisateurs aident aux recherches. Ils vérifient une nouvelle fois tous les recoins de l'établissement, interrogent le personnel, examinent le parking à la lampe de poche. Philippe Mercier, qui range son matériel photographique, confirme avoir vu les trois sœurs ensemble vers 23h45, mais pas après. À 2h du matin, Jean-Claude prend la décision d'alerter la police. Marie et Frédéric Lemoine insistent pour accompagner les Lafont au commissariat du 5e arrondissement. Le brigadier de permanence, Michel Durand, accueille la famille Lafont avec une bienveillance teintée de scepticisme. En ce dimanche matin 19 septembre, il a déjà traité plusieurs affaires de personnes temporairement introuvables après des soirées arrosées. Monsieur Lafont, vos filles sont majeures. Elles ont le droit de disparaître quelques heures sans en référer à quiconque. Beaucoup de jeunes prolongent les soirées ailleurs, après les mariages. Jean-Claude insiste sur le caractère exceptionnel de la situation. Jamais ces filles ne se seraient absentées sans prévenir, surtout pas toutes les trois ensemble. Le brigadier accepte finalement d'enregistrer une déclaration de disparition inquiétante. Le dimanche matin, dès 8 heures,
L'inspecteur Laurent Dufresne prend le relais. Âgé de 42 ans, père de famille lui-même, il comprend immédiatement la gravité de la situation. Le fait que vos 3 filles disparaissent simultanément change complètement la donne. Une personne peut partir impulsivement, 3 personnes proches qui s'évanouissent ensemble, c'est différent. L'inspecteur Dufresne lance immédiatement plusieurs procédures. Il alerte les services de police de toute la région Rhône-Alpes, contacte la SNCF pour vérifier les départs de train, demande aux services de circulation de surveiller les grands axes routiers. Dans l'après-midi, une équipe de policiers se rend à la salle des fêtes. Le personnel de nettoyage n'a rien trouvé d'anormal. Aucun objet personnel appartenant aux 3 sœurs n'a été découvert. Philippe Mercier confirme avoir vu les 3 sœurs plusieurs fois durant la soirée sans rien d'anormal. Il s'engage à développer rapidement toutes ces pellicules pour vérifier si certaines photos pourraient révéler des détails utiles. Le lundi 20 septembre, l'enquête s'intensifie. L'inspecteur Dufresne interroge systématiquement tous les invités du mariage, soit 147 personnes. Une première piste émerge quand 3 invités affirment avoir vu les sœurs monter dans une voiture sombre vers minuit. Mais leurs descriptions divergent considérablement. L'hypothèse du taxi est rapidement explorée. Les compagnies lyonnaises n'ont aucune trace de course effectuée depuis la salle vers minuit. Les chauffeurs de permanence sont interrogés. Aucun ne se souvient avoir pris en charge 3 jeunes femmes. Philippe Mercier développe intégralement ses pellicules et examine chaque cliché à la loupe. Les photos montrent les 3 sœurs à différents moments, toujours ensemble, toujours souriantes et détendues. Une photo attire particulièrement l'attention. Prise vers 23h15 dans les jardins, elle montre Corinne et Nathalie en conversation avec un homme d'une 40aine d'années, en costume sombre. L'individu est photographié de 3/4 dos, rendant son identification difficile. Cette photo est transmise à tous les invités pour identification. Après une semaine, aucun ne reconnaît l'homme. Marie et Frédéric Lemoine certifient qu'il ne figurait pas sur leur liste d'invités. L'enquête explore l'hypothèse d'un enlèvement. Les antécédents criminels de la région sont vérifiés, mais aucun élément concret n'émerge. Les finances des 3 sœurs sont scrutées. Aucun retrait n'a été effectué depuis leur disparition. 1 mois après, l'inspecteur Dufresne dresse un bilan décourageant. Malgré plus de 200 interrogatoires et la diffusion du signalement dans toute la France, aucune piste sérieuse n'émerge. L'automne 1999 s'achève dans l'angoisse pour la famille Lafont. Jean-Claude et Sylvie transforment leur quotidien en quête permanente. Ils plaçardent des affiches dans tout Lyon, se rendent dans les gares et centres commerciaux chaque dimanche, espérant apercevoir un visage familier. Jean-Claude prend un congé sans solde pour se consacrer aux recherches. Il contacte personnellement tous les services de police de France, épluche les journaux régionaux, guettant des informations sur des corps non identifiés. Sylvie développe une routine obsessionnelle. Chaque matin, elle nettoie les chambres de ses filles, maintenant leurs affaires exactement dans l'état où elles les ont laissées. Elles conservent leurs vêtements, livres, cosmétiques, comme si elles allaient rentrer. L'hiver 1999-2000 apporte de faux espoirs. Plusieurs signalements parviennent. Une jeune femme brune à Marseille, 3 sœurs à Toulouse, une employée ressemblant à Virginie à Bordeaux. Chaque fois, Jean-Claude prend la route pour vérifier. Chaque fois, l'espoir se transforme en déception. L'inspecteur Dufresne maintient le dossier ouvert, mais doit reconnaître l'impasse. En l'absence de nouvelles pistes, les moyens diminuent progressivement. Il continue néanmoins à recevoir régulièrement les parents et à transmettre le signalement lors de découvertes de corps. En 2001, les Lafont créent une association pour les familles de personnes disparues. Espoir et Recherche Rhône-Alpes regroupent une 20aine de familles confrontées à des situations similaires. Les années 2002-2003 voient l'émergence d'Internet. Sylvie apprend à utiliser un ordinateur pour créer un site web consacré à la recherche de ses filles. Ce site reçoit des centaines de témoignages, la plupart bienveillants mais inutiles. En 2004, l'inspecteur Dufresne prend sa retraite. Il transmet le dossier au capitaine Bruno Favier en insistant.
Ces 3 filles n'ont pas disparu de leur plein gré. Quelqu'un sait ce qui leur est arrivé. Le capitaine Favier reprend l'enquête avec un regard neuf. Il fait réexaminer toutes les pièces par les services de police scientifique. L'analyse ADN permet de créer des profils génétiques des 3 sœurs, transmis à tous les services français. Aucune correspondance n'est trouvée. En 2006, l'émission Témoin numéro 1 consacre un reportage à la disparition. Cette diffusion génère plus de 200 témoignages, minutieusement vérifiés, mais aucun n'apporte d'informations déterminantes. Jean-Claude et Sylvie vieillissent prématurément. En 2008, Sylvie fait un infarctus léger. Son médecin l'avertit que le stress chronique met sa santé en danger, mais elle refuse tout traitement qui pourrait diminuer sa vigilance. L'année 2009 marque le 10e anniversaire. Les Lafont organisent une cérémonie commémorative dans l'église de leur quartier. Une centaine de personnes y participent, témoignant de la sympathie durable que suscite leur drame. Les années 2010 apportent les réseaux sociaux. Sylvie crée des profils Facebook pour chacune de ses filles, publiant régulièrement leurs photos. Ces pages rassemblent plusieurs milliers d'abonnés compatissants. En 2012, un témoin affirme avoir reconnu Corinne dans une gare parisienne. Jean-Claude se précipite dans la capitale avec des policiers lyonnais. L'enquête révèle une erreur. La jeune femme est une étudiante belge qui présente une ressemblance troublante. L'émergence des smartphones et applications de reconnaissance faciale offre de nouveaux espoirs à partir de 2015. Sylvie développe une expertise surprenante dans ses outils numériques, scannant inlassablement les photos publiées sur les réseaux. En 2017, l'affaire bénéficie d'un regain d'attention grâce au podcast « Mystères et témoignages » qui consacre 3 épisodes aux sœurs Lafont. Cette série audio touche un public international et génère de nouveaux témoignages. L'année 2019 marque le 20e anniversaire. Les Lafont, désormais septuagénaires, sont physiquement diminués mais psychologiquement inébranlables. Jean-Claude souffre d'arthrose, Sylvie de troubles cardiaques, mais ils maintiennent leurs recherches. Le capitaine Favier, proche de la retraite, effectue une dernière révision complète du dossier. Il fait numériser toutes les pièces, incluant les 300 photos de Philippe Mercier, converties en fichiers haute définition. En 2020, la pandémie bouleverse les habitudes. Confinés, les Lafont intensifient leurs investigations numériques. Sylvie développe de nouveaux contacts avec des familles de disparus du monde entier, échangeant avec des parents américains, canadiens, britanniques. Septembre 2021. Philippe Mercier, maintenant âgé de 57 ans, prépare sa retraite après 35 ans de carrière. Il entreprend le grand rangement de son studio professionnel, situé dans le 2e arrondissement de Lyon. Dans l'arrière-boutique, derrière une ancienne chambre noire désaffectée, Philippe découvre une boîte en carton oubliée. À l'intérieur se trouvent une dizaine de pellicules non développées, datant de la fin des années 1990, soigneusement étiquetées. L'une d'entre elles attire immédiatement son attention. 18-09-1999, mariage Lemoine Lafont. Philippe se souvient parfaitement de ce mariage, non pour la cérémonie, mais pour le drame qui a suivi. La disparition des 3 sœurs a marqué sa carrière et sa conscience. Intrigué, Philippe décide de développer cette pellicule oubliée. Il réinstalle temporairement son matériel de développement argentique. Le processus, qu'il n'a pas pratiqué depuis des années, lui revient naturellement. Cette pellicule contient 24 clichés pris en fin de soirée, entre 23h et minuit 30. Philippe se souvient. C'est le dernier rouleau qu'il avait chargé dans son appareil de secours, un vieux Nikon pour les photos spontanées. Dans l'effervescence du lendemain, il avait oublié son existence. Les premières photos montrent les dernières danses, les conversations de fin de soirée. Philippe examine chaque cliché à la loupe, cherchant instinctivement les 3 sœurs. Il les trouve sur plusieurs images, confirmant leur présence jusqu'au dernier moment. C'est la 19e photo qui va tout changer. Prise à 23h52 selon l'horodatage, elle montre le parking de la salle. Au premier plan, des invités en conversation près de leur voiture, mais c'est l'arrière-plan qui retient l'attention. Sous un lampadaire, près d'une berline sombre, 3 silhouettes féminines sont distinctement visibles.
Leurs robes colorées correspondent exactement aux tenues de Virginie, Corinne et Nathalie. Face à elles, un homme en costume sombre engage visiblement une conversation animée. Contrairement à la photo floue prise plus tôt, celle-ci montre clairement le profil de l'individu. Philippe sent son cœur s'accélérer. Cet homme, il ne l'a jamais vu parmi les invités. Son attitude, sa gestuelle, quelque chose lui semble étrangement familier. Soudain, le déclic se produit. Cette mâchoire carrée, ce front dégarni, cette corpulence. Philippe revoit les journaux télévisés de l'époque. Cet homme ressemble trait pour trait à Henri Beaumont, un criminel recherché dans toute la France à la fin des années 1990. Henri Beaumont. Ce nom avait défrayé la chronique entre 1997 et 1999. Accusé du meurtre de 4 femmes dans différentes régions françaises, il était activement recherché. Son modus operandi consistait à aborder ses victimes dans des lieux publics, souvent lors d'événements festifs, en se faisant passer pour un participant légitime. Philippe se précipite sur son ordinateur. Les archives numériques confirment ses souvenirs. Henri Beaumont, né le 15 mars 1959, était recherché pour une série de meurtres commis entre 1997 et 1999. Sa dernière apparition confirmée datait du 12 septembre 1999, soit 6 jours avant le mariage. La ressemblance est saisissante. Philippe agrandit l'image au maximum. Plus il examine le cliché, plus sa conviction se renforce. C'est Henri Beaumont qui s'entretenait avec les 3 sœurs Lafont dans ce parking. Les mains tremblantes, Philippe décroche son téléphone et compose le numéro du commissariat central de Lyon. « Bonjour, je souhaite parler à l'enquêteur en charge de l'affaire des sœurs Lafont, disparues en 1999. J'ai découvert une photo qui pourrait être déterminante. » Le standardiste le met en relation avec le capitaine Marc Delacroix, successeur du capitaine Favier depuis 2020. Ce jeune officier de 38 ans connaît parfaitement le dossier Lafont. « Monsieur Mercier, si ce que vous me décrivez est exact, nous tenons peut-être enfin la clé de cette affaire. Pouvez-vous vous présenter immédiatement au commissariat avec cette photographie ?» 1 heure plus tard, Philippe remet la photo au capitaine Delacroix. L'officier examine le cliché avec une attention extrême. L'identification des 3 sœurs ne fait aucun doute. Leurs robes, leurs silhouettes correspondent parfaitement au dernier témoignage. Mais c'est l'homme qui monopolise l'attention. Le capitaine compare immédiatement la photo avec les portraits d'Henri Beaumont, conservés dans les archives criminelles. La ressemblance est troublante, mais 22 ans se sont écoulés. Le capitaine contacte le service de police scientifique de Lyon. Les experts demandent 48 heures pour effectuer des comparaisons détaillées avec les photos d'Henri Beaumont. Le 21 septembre 2021, le service rend ses conclusions. L'analyse morphologique comparative confirme avec une probabilité de 95% que l'homme sur la photographie est Henri Beaumont. Les points de correspondance sont nombreux. Forme du crâne, distance entre les yeux, forme des oreilles, ligne de la mâchoire. Cette révélation bouleverse l'enquête. Pour la première fois depuis 22 ans, les enquêteurs disposent d'une piste concrète et d'un suspect identifié. La découverte relance l'enquête avec une intensité inédite. Le capitaine Delacroix constitue une équipe spécialisée de 8 enquêteurs. La priorité consiste à localiser Henri Beaumont, introuvable depuis septembre 1999. Les recherches révèlent qu'Henri Beaumont possédait un passé criminel complexe. Né dans une famille dysfonctionnelle de Clermont-Ferrand, il avait été placé en foyer dès 12 ans. Ses premiers délits remontent à sa majorité. Et vol, escroquerie, agression, il avait développé un talent pour la manipulation et l'usurpation d'identité. Entre 1985 et 1995, Henri Beaumont avait été incarcéré à 3 reprises. C'est en prison qu'il avait perfectionné ses techniques de manipulation psychologique. Sa libération définitive en 1996 avait marqué le début de sa période criminelle la plus active. Son modus operandi révèle une escalade progressive. Ses premiers crimes, en 1997, présentaient une certaine désorganisation. Mais Henri Beaumont avait rapidement affiné ses méthodes, développant une approche quasi professionnelle.
Sa spécialisation dans les événements festifs lui permettait de passer inaperçu. Ses victimes étaient choisies selon des critères précis. Jeunes femmes de 20 à 30 ans, physiquement attirantes, socialement isolées au moment de l'approche. Henri Beaumont possédait un talent redoutable pour identifier les personnalités vulnérables. L'examen du mariage Lemoine Lafont révèle des éléments troublants. L'annonce avait été publiée dans Le Progrès 3 semaines avant la cérémonie, contenant tous les détails nécessaires à Henri Beaumont. L'enquête internationale s'intensifie. Interpol diffuse un avis de recherche actualisé. En décembre 2021, une piste prometteuse émerge. Un homme correspondant au signalement avait été aperçu en 2003 à Barcelone, utilisant une fausse identité française. L'enquête espagnole révèle qu'un certain Henri Bonnet a vécu à Barcelone entre 2001 et 2005, travaillant comme informaticien freelance. Ses papiers, parfaitement falsifiés, lui avaient permis de s'intégrer dans la communauté française expatriée. Cette identité avait été abandonnée brusquement en 2005. Henri Bonnet avait quitté son appartement du jour au lendemain, laissant tous ses meubles. Cette fuite coïncide avec le renforcement de la coopération policière européenne. En janvier 2022, une découverte majeure. Les autorités italiennes identifient un Henri Belmonte qui a résidé à Naples entre 2006 et 2010. L'analyse des empreintes digitales confirme qu'il s'agit d'Henri Beaumont. Cette identité lui avait permis de s'installer dans le sud de l'Italie comme traducteur français-italien. Sa maîtrise de l'italien, acquise en prison, facilitait cette reconversion. Les témoignages napolitains dressent le portrait d'un homme apparemment assagi, vivant discrètement. Cependant, plusieurs disparitions de jeunes femmes dans la région entre 2007 et 2009 présentent des similitudes avec ces crimes français. Ces affaires, jamais élucidées, font l'objet d'un réexamen. En 2010, Henri Belmonte disparaît de Naples aussi soudainement qu'Henri Bonnet avait quitté Barcelone, anticipant probablement les risques d'exposition. En mars 2022, une piste se dessine en Allemagne. Un homme correspondant à son signalement a été signalé à Berlin entre 2012 et 2015, travaillant sous l'identité d'un citoyen allemand décédé, Heinrich Schönberg. L'enquête berlinoise révèle des éléments inquiétants. 2 jeunes femmes ont disparu dans la capitale entre 2013 et 2014, dans des circonstances rappelant les méthodes d'Henri Beaumont. En 2015, Heinrich Schönberg quitte brutalement Berlin après qu'un collègue commence à s'interroger sur son passé. En avril 2022, Europol lance l'opération Caméléon pour traquer Henri Beaumont. Cette mobilisation internationale coordonne les efforts de 8 pays européens. En juin 2022, une découverte majeure. Les autorités suisses identifient un Henri Beaumont, sous son véritable nom, qui a ouvert un compte bancaire à Genève en 2018. Cette utilisation de sa vraie identité surprend les enquêteurs. L'analyse révèle des virements périodiques depuis une société néerlandaise, Digital Services International, suggérant que Henri Beaumont exerce une activité stable aux Pays-Bas. L'enquête néerlandaise révèle que cette société emploie des consultants informatiques travaillant en télétravail. Cette organisation permet à Henri Beaumont de percevoir des revenus tout en conservant son anonymat géographique. En juillet 2022, les enquêteurs établissent qu'Henri Beaumont réside probablement en Belgique, près de la frontière néerlandaise. Cette localisation lui permet de travailler officiellement aux Pays-Bas tout en vivant ailleurs. Les autorités belges lancent des investigations dans la région frontalière. Plusieurs témoignages convergent vers un homme correspondant au signalement, résidant sous le nom de Henri Belman, dans une petite ville près d'Anvers. Cette identité belge est partiellement authentique. Henri Belmans était un véritable citoyen belge décédé en 2016, dont Henri Beaumont a usurpé l'identité très sophistiquement, obtenant même une carte d'identité officielle. Le 15 août 2022, l'étau se resserre. Les polices françaises, belges et néerlandaises coordonnent leurs actions pour une arrestation imminente. L'opération, baptisée « Mémoire », vise à capturer vivant ce criminel recherché depuis 23 ans.
Le matin du 16 août 2022, à 6 heures précises, une équipe conjointe encercle une maison mitoyenne de la rue des Primeurs à Brachat, près d'Anvers. Henri Beaumont, alias Henri Bellemant, est arrêté sans résistance alors qu'il prend son petit déjeuner. L'homme de 63 ans a considérablement changé depuis 1999. Ses cheveux sont entièrement blancs, son visage creusé, mais ses yeux conservent cette froideur que décrivaient ses anciennes victimes. Il porte une barbe soigneusement taillée qui modifie ses traits. « Henri Beaumont, déclare le capitaine de la Croix en français, vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres de Virginie, Corinne et Nathalie Lafont, survenus le 18 septembre 1999 à Lyon. » Henri Beaumont ne manifeste aucune surprise, aucune émotion. Il se contente de hocher la tête et de demander calmement « Puis-je finir mon café ?» Cette réaction glaciale confirme aux enquêteurs qu'ils ont affaire à un psychopathe parfaitement conscient de ses actes. La fouille de son domicile révèle un appartement spartiate mais parfaitement organisé. Henri Beaumont vit sous une identité soigneusement construite, avec des papiers officiels qui témoignent d'une intégration sociale réussie. Ses voisins le connaissent comme un retraité tranquille. Cependant, dans une chambre fermée à clé, les enquêteurs découvrent une véritable salle d'archives criminelles. Henri Beaumont a conservé méthodiquement des souvenirs de tous ses crimes, photos de ses victimes découpées dans les journaux, cartes annotées des lieux de sépulture, objets personnels ayant appartenu aux femmes tuées. Cette découverte macabre confirme l'étendue réelle de ces crimes. Outre les victimes françaises, italiennes et allemandes déjà identifiées, les enquêteurs découvrent des preuves suggérant au moins 8 autres meurtres commis dans différents pays européens entre 2000 et 2020. Parmi ces trophées, 3 objets atteignent particulièrement l'attention des enquêteurs français. Un petit sac à main en cuir rouge, une montre de femme avec un bracelet en argent et une bague sertie d'une pierre verte. Ces objets correspondent exactement aux derniers bijoux portés par Virginie, Corinne et Nathalie Lafont. Henri Beaumont est immédiatement transféré vers la France pour être jugé. Pendant le voyage, il garde un silence absolu, refusant de répondre aux questions. Ce n'est qu'une fois arrivé au palais de justice de Lyon qu'il accepte de s'exprimer. Le 20 août 2022, lors de son premier interrogatoire officiel, Henri Beaumont surprend tout le monde en déclarant « Je suis fatigué de fuir. Si vous avez des preuves suffisantes, je suis prêt à parler. » Cette déclaration inattendue ouvre la voie à des aveux complets. Le 18 septembre 1999, commence Henri Beaumont d'une voix monocorde, j'avais lu l'annonce de ce mariage dans Le Progrès. J'étais à Lyon depuis quelques semaines et je cherchais une opportunité. Les mariages ont toujours été mes terrains de chasse favoris. Il décrit minutieusement sa préparation. 2 jours avant, il s'était rendu à la salle pour étudier les lieux. Il avait repéré les accès, le parking, les zones d'éclairage. Le soir du mariage, il s'était présenté vers 22 heures, vêtu d'un costume acheté spécialement. Je me suis mélangé aux invités sans difficulté. J'ai une facilité naturelle pour les relations sociales. J'ai engagé des conversations avec plusieurs personnes, me présentant comme un ami de la famille du marié. Personne n'a vérifié mes dires. Henri Beaumont décrit avoir observé l'assemblée pendant plus d'1 heure avant de repérer les 3 sœurs. Elles étaient jeunes, jolies, et surtout, elles restaient ensemble. Cette complicité m'a attiré. Je préfère les victimes multiples quand l'occasion se présente. Il explique avoir attendu la fin de soirée pour les aborder. Vers minuit moins le quart, je les ai vus près du bar. J'ai engagé la conversation en prétendant connaître leur cousin de Villeurbanne. C'était un nom que j'avais entendu plus tôt. Elles ont immédiatement été rassurées. La conversation avait duré plusieurs minutes. Henri Beaumont s'était montré charmant et attentionné, s'inquiétant de savoir comment elles comptaient rentrer. Je leur ai dit que leurs parents semblaient fatigués et que je pouvais les raccompagner. J'avais une grosse voiture, il y avait la place pour 3 passagers. Les 3 sœurs avaient accepté cette proposition apparemment généreuse. Elles m'ont suivi jusqu'au parking sans méfiance. C'est à ce moment que le photographe nous a pris en photo, sans que je m'en aperçoive. Cette image a failli me perdre 23 ans plus tard.
Henri Beaumont décrit froidement la suite. Une fois dans sa voiture, il avait verrouillé les portières et brandi une arme. J'avais un pistolet à eau modifié qui ressemblait parfaitement à une vraie arme. Mes victimes ne pouvaient pas faire la différence dans l'obscurité. Il avait conduit les 3 sœurs vers un hangar abandonné qu'il avait repéré dans la zone industrielle de mes yeux. C'était un endroit isolé, parfait pour ce que je voulais faire. Le bâtiment était vide depuis des mois, aucun risque d'être dérangé. Les détails qu'il livre sont d'une précision glaçante. Il raconte comment il a séquestré les 3 sœurs pendant plusieurs heures, les interrogeant sur leur vie, leurs projets, leurs craintes. J'aime connaître mes victimes avant de les tuer. Cela donne plus de saveur à l'acte final. Virginie a tenté de négocier, continue-t-il sans émotion. Elle proposait de l'argent, elle parlait de sa famille. Corinne pleurait en silence. Nathalie, la plus jeune, semblait en état de choc. Leurs réactions différentes m'ont beaucoup intéressé. Henri Beaumont révèle avoir tué les 3 sœurs vers 6 heures du matin, le 19 septembre 1999. Je les ai étranglées une par une, en commençant par Nathalie, pour que les autres voient ce qui les attendait. Leur terreur était stimulante. Après les meurtres, il avait transporté les corps dans sa voiture jusqu'à une forêt des monts du Lyonnais. J'avais préparé 3 fosses dans un secteur isolé, près de Saint-Laurent-de-Chamousset. J'y avais travaillé la semaine précédente, pendant mes repérages. Les corps avaient été enterrés à environ 2 mètres de profondeur, dans des fosses séparées de quelques dizaines de mètres. Henri Beaumont avait pris soin de dissimuler les sépultures sous des branchages et des pierres. J'ai passé toute la journée du 19 septembre à nettoyer mes traces. J'ai brûlé ma voiture dans une case de la banlieue lyonnaise. J'ai détruit la plupart de mes affaires. Le soir même, j'ai quitté Lyon en train avec une nouvelle identité. Ces aveux détaillés permettent enfin aux enquêteurs de comprendre exactement ce qui s'est passé cette nuit du 18 septembre 1999. Le 25 août 2022, une équipe de recherche se dirige vers les monts du Lyonnais, guidée par les indications d'Henri Beaumont. Le secteur indiqué se situe dans une zone forestière isolée à environ 30 km à l'ouest de Lyon. Cette forêt de chênes et de hêtres, parcourue uniquement par quelques sentiers de randonnée, avait gardé ses secrets pendant 23 ans. L'équipe de recherche, composée d'enquêteurs, d'anthropologues judiciaires et de spécialistes en détection souterraine, arrive sur les lieux le 25 août 2022. Henri Beaumont, menotté et sous surveillance constante, guide les recherches avec une précision troublante. C'était là, déclare-t-il en pointant une clairière naturelle. J'avais choisi cet endroit parce qu'il était invisible depuis les sentiers principaux. Le sol était meuble, facile à creuser. Les premières investigations au radar pénétrant révèlent effectivement 3 anomalies dans le sol, disposées en triangle sur une surface d'environ 50 mètres carrés. Ces perturbations correspondent exactement aux descriptions d'Henri Beaumont. Le 26 août, les fouilles commencent sous la direction du docteur Catherine Moureau, anthropologue judiciaire. Après 23 ans, les enquêteurs savent qu'ils ne retrouveront que des ossements, mais ces restes permettront enfin au Lafont d'enterrer dignement leur fille. La première fosse révèle des ossements humains à 2,10 mètres de profondeur. L'analyse préliminaire confirme qu'il s'agit d'une jeune femme d'environ 20 ans. Des lambeaux de tissu vert correspondent à la robe portée par Nathalie le soir du mariage. La deuxième fosse, découverte le lendemain, contient les restes d'une femme d'environ 22 ans. Les fragments de tissu rose correspondent à la tenue de Corinne. Une chaîne en or retrouvée près des ossements correspond aux bijoux qu'elle portait. La troisième sépulture révèle les restes de Virginie. L'analyse des ossements confirme l'âge approximatif de 24 ans. Des fragments de tissu bleu marine et une montre-bracelet permettent l'identification formelle. Le 30 août 2022, le capitaine Delacroix se rend chez les Lafont pour leur annoncer la découverte. Jean-Claude, maintenant âgé de 71 ans, et Sylvie, 68 ans, accueillent cette nouvelle avec un mélange de soulagement et de douleur profonde. « Enfin !» murmure Sylvie en larmes. « Après 23 ans, nous pouvons enfin les ramener à la maison. » Les analyses médico-légales confirment que les 3 sœurs sont mortes par strangulation
exactement comme l'avait décrit Henri Beaumont. Ces expertises, bien que douloureuses pour la famille, apportent la certitude définitive sur les circonstances de leur mort. Le 15 septembre 2022, les obsèques des 3 sœurs Lafont ont lieu dans l'église Saint-André du 3e arrondissement, près de leur domicile familial. Une foule de plus de 500 personnes assiste à cette cérémonie qui marque la fin d'une attente de 23 ans. Philippe Mercier, le photographe dont la découverte a permis d'élucider l'affaire, assiste aux obsèques. « J'aurais aimé découvrir cette photo plus tôt », confie-t-il à Jean-Claude. « Peut-être que votre attente aurait été moins longue. »« L'important, » répond Jean-Claude, « c'est que vous l'ayez trouvée. Grâce à vous, nos filles peuvent enfin reposer en paix, et nous aussi. » Le procès d'Henri Beaumont s'ouvre le 12 mars 2023 devant la cour d'assises du Rhône. L'homme de 64 ans comparaît pour le meurtre des 3 sœurs Lafont, mais aussi pour les nombreux autres crimes commis à travers l'Europe. Pendant 6 semaines, les familles des victimes entendent le récit détaillé des crimes. Henri Beaumont, impassible, répond aux questions avec la même froideur clinique qu'il avait manifestée lors de ses aveux. Le 25 avril 2023, la Cour le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Cette sentence, la plus lourde possible en droit français, reflète l'horreur des crimes commis et la dangerosité persistante du criminel. À l'issue du procès, Jean-Claude et Sylvie Lafont s'adressent aux médias une dernière fois. « Justice a été rendue pour nos 3 filles », déclare Jean-Claude. « Ce long cauchemar de 23 ans se termine enfin. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur leur mémoire plutôt que sur leur disparition. » L'association Espoir et Recherche Rhône-Alpes, créée par les Lafont en 2001, continue son action auprès des familles de personnes disparues. Sylvie, malgré son âge et sa santé fragile, y consacre encore une partie de son temps. « Notre épreuve peut servir à d'autres familles, » explique-t-elle. « Si notre histoire peut aider ne serait-ce qu'une seule famille à retrouver un proche disparu, alors ces 23 années d'attente n'auront pas été complètement vaines. » Cette affaire nous montre comment une simple photographie oubliée peut détenir la clé d'un mystère vieux de plus de 2 décennies. Elle révèle aussi la détermination extraordinaire de parents qui n'ont jamais renoncé à chercher la vérité, même face à l'impossible. Que pensez-vous de cette histoire? Aviez-vous perçu les indices au fil de la narration? Partagez vos réflexions en commentaire. Si ce type d'enquête approfondie vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Likez cette vidéo si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également aux affaires criminelles réelles.